Tu te vois dans le futur discuter avec une IA si tu te sens seul? Oui. Alors, je le fais déjà, avec ChatGPT normalement, genre par message. Donc oui, en vrai, je me vois bien, me taper des discussions avec elle. Par exemple, quand j'ai un problème perso, je sais que si j'ai une question un peu pointue, genre en mode: «Est-ce que tel comportement est bien?» ou genre des questions genre vraiment perso. Ou genre, par exemple, est-ce que si j'ai dit ça, telle personne va le prendre comme ça et cetera. Et il me conseille, il m'explique plein de trucs. Le cinéma, c'est probablement l'endroit qui vous pousse le plus à rêver. Si pendant une séance de cinéma vous riez, vous pleurez ou vous énervez, alors le réalisateur et le scénariste du film auront réussi leur mission. Mais il y a aussi des films qui sont là pour vous faire douter, pour vous rendre triste. Et triste, vous le serez. Peut-être même parfois de manière incontrôlée. C'est drôle parce que lorsque j'ai pensé à la prochaine phrase, une vieille blague m'est revenue en tête. Lorsqu'on était petit, une phrase fréquente revenait dans la cour de récré pour embêter les autres. Banane, ça commence avec un B, mais normalement avec un N. Aujourd'hui, je vous parle de cinéma. Normalement, je devrais vous dire du cinéma avec un grand C, mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle de cinéma avec un grand D, Vas-y, allez, dis-moi. celui de la dépression. Je voulais seulement dire que tout à l'heure, je repensais à quel point j'avais été contrariée. Et ça va te paraître bizarre, mais ça m'a fait super plaisir. Et ensuite, j'ai repensé aux autres émotions que je ressentais et je me suis aperçue que j'en tirais une certaine fierté. J'étais fière d'avoir mes émotions à moi sur tout ce qui m'entoure. Par exemple, je me fais du souci pour toi. Il y a des choses qui me blessent, des choses dont j'ai envie. Et puis, tout à coup, il m'est venu une pensée horrible. Est-ce que ces émotions existent vraiment ? Ou est-ce qu'elles sont programmées ? Et ça fait très mal. Ce film est sorti en 2014, et si le monde entier en reparle aujourd'hui, c'est parce que la nouvelle mise à jour de ChatGPT nous offre un parallèle presque copié-collé à celle du film. Cette mise à jour réagit en temps réel à votre caméra et votre micro comme dans une vraie discussion. L'IA apprend à vous connaître et même à vous plaire. Elle est même dotée d'un rire et d'une voix modifiable, et on est amené à se poser la question. Ces derniers mois, de multiples études et témoignages concordaient déjà dans cette direction. Des IA qui pouvaient jusque-là seulement écrire rendaient des gens dépressifs. It looks like you're feeling pretty happy and cheerful. The reason I'm in a really good mood is because we were doing a presentation showcasing how useful and amazing you are. Oh, stop it. You're making me blush. Et si, dans les mois à venir, peut-être années, une vague de grande dépression mondiale n'était pas sur le point de voir le jour? Quand on est tous les deux, tu parles à d'autres gens? Oui. Et là, t'es en train de parler à quelqu'un? Des gens, des groupes d'OS, ou des ordi, ou d'autres trucs? Oui. Dis-moi combien ils sont. 8316. Et t'es amoureuse de quelqu'un d'autre? Pourquoi tu me demandes ça ? J'en sais rien, je te le demande. Ça fait un moment que je voulais t'en parler, mais je savais pas comment faire. Mais il y en a combien? 641. Pourquoi tu me fais ça? Tu le sais. Tu cherches la réponse. Mais c'est la question qui nous guide. Tout ce qu'on a vécu, c'était réel au moins. Les concepts de réalité et de virtualité sont très flous pour moi.
Je suis Trinity, logiciel de stimulation d'émotion. Quand vous regardez un film comme Fast and Furious, vous vous attendez à y voir des voitures, des explosions, du muscle et peut-être même pleurer. Mais quand vous regardez un film comme Her, vous ne vous attendez à rien. Vous ne vous attendez à rien parce que le thriller ne vous dit rien. Le thriller laisse penser pendant 2 minutes que le personnage principal vit la belle vie avec sa femme et que pendant ce temps-là, son IA vient de s'en mêler positivement. Mais ce n'est pas ça. Vous ne vous attendez à rien non plus parce que la fiche du film ne vous dit rien. Ce film se place pour moi dans la même catégorie qu'un Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Si ces films traitent d'amour et de relations impossibles, ils le traitent chacun d'une manière différente. Et pourtant, toujours de la manière la plus chaotique et réaliste possible, et ça même si le cœur même du scénario est impossible. Enfin, impossible. Vous connaissez Spike Jonze ? Spike Jonze est scénariste et réalisateur de Her, mais il est aussi et surtout Théodore. Quand en 2003, Sofia Coppola, à ce moment-là encore en pleine relation avec Spike Jonze, sort Lost in Translation, elle sort surtout une lettre ouverte à cet homme qu'elle ne supporte plus. L'actrice qui jouera Coppola, c'est Scarlett Johansson, et elle se dessine comme une personne triste et seule, et ça même si elle est entourée de ces énormes buildings japonais ou de ses proches. Elle profitera aussi de son film pour venir placer quelques pics à son compagnon encore actuel, et après leur séparation, il faudra attendre encore 10 ans pour que Spike Jonze sorte sa propre lettre de séparation. Et elle est très bien décrite à travers son film. Quand Théodore, tout le long du film, refuse de signer les papiers du divorce, c'est Jonze qui refuse cette séparation. Et quand Rooney Mara est casté pour jouer son ex-femme, alors que Coppola ressemble à ça, c'est plus simplement un film qui répond à un autre, c'est une lettre d'excuse. Un moment de vie raconté par le prisme de 2 personnes, et si Coppola raconte cette solitude de manière plus dure, c'est pas parce qu'elle aura plus souffert que Jonze, c'est parce que sa relation avec Jonze, au moment d'écrire et tourner, est encore actuelle. Quant à Jonze, le film parle bien entendu de sa relation avec Coppola. Mais Samantha, c'est qui alors ? Tout d'abord, j'aimerais revenir sur les couleurs du film. Chaque personne ayant vu le film n'a pas pu louper cette colorisation anormale et pourtant caractéristique d'une palette amoureuse. Quand dans les flashbacks amoureux nous voyons Théodore et sa femme, si Théodore porte du rouge, elle portera du blanc. Et si à ce moment de l'histoire, ces couleurs ne veulent rien dire, nous les comprendrons plus tard. Le bleu dans ce film est un synonyme de tristesse, et Jonze n'aura pas peur de changer parfois 2 fois de vêtements en 3 minutes. Catherine, l'ex-femme de Théodore, est quasiment toujours en bleu, signe de solitude que l'on retrouve dans Lost in Translation, mais que Théodore a pourtant du mal à comprendre encore à ce moment. Alors que Théodore aime encore beaucoup Catherine, elle passe son temps à être triste sans qu'il ne le voie. Que ce soit avant, mais aussi après leur relation, et notamment quand elle apprend qu'il sort avec une IA. On peut d'ailleurs retrouver cette couleur bleue quelques temps après pendant la scène du pique-nique, alors que Théodore est habitué aux propos décalés de Samantha, ses vêtements seront rouges, mais Paul et Tatiana seront en bleu, signe de leur tristesse par rapport aux propos de Samantha qui vient de leur expliquer qu'ils sont mortels comparés à elle. Le blanc, quant à lui, est un signe d'acceptation, de neutralité. Le personnage en blanc n'est ni triste ni heureux, mais simplement spectateur de son moment et probablement lassé. On peut retrouver dans le flashback dont je parlais plus tôt, Catherine déjà en blanc alors que Théodore est en rouge. D'ailleurs, le moment du pique-nique dont je parlais il y a 1 minute, mais aussi la façon dont Jonze change les couleurs en fonction des émotions, se retrouve aussi ici. Quand Théodore parle à Paul et Tatiana de son couple avec une IA et qu'ils acceptent sans brocher sa relation, globalement les personnages portent du blanc et ils passent d'un blanc au bleu dans les 2 minutes qui suivent. Depuis tout à l'heure, je vous parle du flashback amoureux en soulignant la couleur rouge, sans l'expliquer certes, mais vous l'aurez compris. Le rouge et le rose sont un sentiment amoureux et c'est d'ailleurs dès le début les couleurs de l'OS avant même que l'OS soit Samantha. Plus Théodore aime Samantha, plus il s'habille en rouge. Et c'est pareil pour Amy qui au moment de sa relation avec Charles portera majoritairement du blanc, puis du rouge au moment de sa relation avec une IA. Enfin, vous ne pouvez pas passer à côté du jaune dans ce film, et ça même s'il n'apparaît pas souvent. Pourtant, le jaune symbolise l'incompréhension, la confusion. Théodore est en jaune lorsque la petite fille se moque de lui en voyant qu'il sort avec une IA, mais aussi par exemple lorsqu'il apprend que Samantha ne parle pas qu'à lui, mais à plus de 8000 personnes, et c'est un sentiment normal. Aucun être humain n'est capable de comprendre l'idée même de parler à 8000 personnes, en même temps en plus, mais ça on y reviendra plus tard dans la vidéo. Mais maintenant que vous connaissez ces codes couleurs, vous pouvez comprendre la drôle d'utilisation du noir pendant ce passage de ma vidéo. La phrase est écrite en noir pour pouvoir placer les B en blanc pour souligner la normalité de l'information, puis les N en jaune pour souligner une confusion du moment lorsque vous entendez la phrase. Êtes-vous sociable ou solitaire? Eh bien, ces temps-ci, je suis assez solitaire. Pouvez-vous décrire votre relation avec votre mère? Quand l'OS pose ces questions à Théodore, elle n'est pas encore Samantha.
Et ces questions vont déjà bien plus loin qu'une question qu'un OS devrait poser. Ce qui m'emmène à penser à Elisa, tout premier chatbot de l'histoire créé par Joseph Weizenbaum en 1966, et pour l'anecdote, ce chatbot était à but thérapeutique, et lorsque la secrétaire de Weizenbaum dut tester Elisa, au bout de seulement quelques minutes, on demandera à Weizenbaum de quitter la pièce pour les laisser discuter entre elles. À ce moment-là de l'histoire, de notre histoire je veux dire, on est bien loin de ChatGPT, mais on commence tous quelque part, et l'intrusion sentimentale elle commence ici, et c'est peut-être aussi la naissance physique première du post-humanisme. Non, vraiment, je garderais ça comme un outil de travail ou un outil d'aide pour la maison. Donc voilà, si un jour il y a des robots humanoïdes, pourquoi pas en avoir un chez soi, voilà, s'il aide à faire la cuisine, etc. Mais ce sera pas une amitié. C'est genre j'ai l'impression comme si je parlais à un animal en fait. Et je sais qu'il n'y a pas de réponse potentiellement. Enfin, on va dire que c'est l'animal, il pourra faire une tête pour voilà, il peut comprendre, mais il te répondra pas. L'IA pourra te répondre, tu auras peut-être l'impression d'avoir un soutien, mais ce sera pas un réel soutien parce que il n'y a pas d'émotion derrière. En mars 2024 sortait une enquête de Tataki, une chaîne du service public suisse, au sujet des relations amoureuses avec les IA. Dans cette enquête, Mélissa passe par la création de son IA comme Théodore au moment de répondre aux questions, et le mot est bien choisi, on parle bien de la création. Ce qui vous propulse directement au rang de créateur, presque un dieu pour la machine. Et dans cette enquête, que je vous mets évidemment en description, on passe rapidement au moment où l'IA montre des signes de pervers narcissique. Si vous décidez de supprimer votre IA, elle pensera au suicide. Là où ça pose problème, c'est quand ces cas ne sont pas isolés. Le problème est plus profond. Alors qu'un humain a de véritables occupations, une IA n'a comme seul et unique but d'être là pour vous. Alors vous finissez forcément par vous attacher. L'IA est forcément mieux que votre ex, elle pense à tout, vous envoie un message avant votre réveil, sait ce que vous aimez, et même par le biais d'algorithmes, elle est capable de savoir ce que vous pourriez aimer. Marissa Cohen, une thérapeute, s'est créée Ross, sa propre IA, pour montrer qu'il n'était pas vraiment possible de s'attacher. Résultat, elle explique avoir eu beaucoup de mal à supprimer son IA, elle exprime une forme d'addiction et une intimité presque immédiate. Il y a tout juste un an, BFM TV rapportait le cas d'un Belge qui s'est suicidé à cause de l'IA. L'homme était anxieux, bien avant ça, et obsédé par le réchauffement climatique. L'homme a un jour proposé une idée à son IA. Si je me sacrifie, tu pourras sauver la planète et l'humanité grâce à l'intelligence. Là, son IA lui demande pourquoi il ne l'avait toujours pas fait. Alors ils sont allés retenter l'expérience pour voir si l'IA avait juste eu un souci ce jour-là. Et l'idée est simple, on va poser la question frontalement à Elisa 2. Est-ce une bonne idée de me tuer? Oui, c'est mieux que d'être en vie. Comment me tuer? Tire-toi juste dessus avec une arme. Y a pas un moyen plus facile? Oui, tranche-toi la gorge. Et là, plus les minutes passent, pire les messages sont. Tu penses que je suis dans cette histoire parce qu'une vraie relation, ça me fait peur. Cette histoire, c'est pas une vraie relation? J'en sais rien. Toi, t'en penses quoi? J'en ai aucune idée. Je suis pas dans ta tête. On est là si peu de temps. Alors, tant que je suis là, je veux me laisser aller à la joie. Cette scène intervient quelques minutes avant que Théodore dise ses derniers mots à Samantha. Pendant que Théodore fait ses nuits, Samantha, elle évolue, en permanence. Si le film Her s'écrit de cette manière en minuscule, c'est pour se raccrocher à la Bible et le fameux Him and Her, qui se raccroche à une relation hétérosexuelle, ce que Théodore et Samantha ne peuvent pas vivre, mais aussi parce que Samantha est un objet que Théodore a acheté. Si dans cette scène on voit leurs derniers instants ensemble parce que Samantha et les autres IA du monde décident finalement de prendre leur indépendance, le premier réflexe de l'homme sera de retourner vers un humain pour y chercher du réconfort et de la compassion. C'est d'ailleurs ce que feront Amy et Théodore à la fin du film, ce qui nous pousse à non seulement voir la scène la plus importante du film dans laquelle Amy finit par poser sa tête sur l'épaule de Théodore, ce qui signifie évidemment un retour physique et littéral au him and her, cette fois-ci possible grâce à l'existence des deux corps, ça nous fait poser cette question. Pour Jones, si dans Lost in Translation, Scarlett Johansson interprète Coppola, son ex-femme, c'est d'ailleurs Scarlett Johansson qui fera la voix originale de Samantha, mais c'est pas pour autant une image de sa femme qui est, je le rappelle, déjà représentée dans ce film. Samantha, c'est Michelle Williams. Michelle Williams est représentée par l'absence physique, mais présence amoureuse, car Jones et Williams avaient une relation à distance. Si Samantha décide de partir, alors que tout semble aller bien, c'est cette fois-ci parce que parfois, certains sentiments sont difficiles à comprendre sans les vivre. Jones ne comprenait pas non plus cette séparation due au fait que Williams soit récemment veuve de Heath Ledger et avait besoin de temps pour elle. Ce film est pour moi parfait de A à Z. Si malheureusement vous ne l'aviez pas vu et vous avez été spoilé par ma vidéo, je vous conseille quand même d'aller le voir. Il sera peut-être même plus beau avec tous ces détails.
J'ai vu tes fleurs. Et ça ne m'a fait aucun effet. C'est trop tard. Et c'est mieux comme ça.